Merci Jean-François, on est de retour dans la zone. Quand tu es que j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézil-Lacasse de Lacasse et Associés pour une dernière fois en 2023. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Je dis pour une dernière fois en 2023, effectivement, avec la période des fêtes qui s'en vient, mais avant de parler de 2023, faire un petit résumé de ce qui s'est passé en 2023 sur la scène fiscale, ou en tout cas monétaire, j'aimerais qu'on poursuive sur ce qu'on avait commencé la semaine dernière, c'est-à-dire les fraudes. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup de choses à dire sur les fraudes, étant donné que je donne des présentations des fois qui durent 2-3 heures sur le sujet. Fait qu'on s'était dit qu'on pourrait couper ça en deux. Ben Donc oui. aujourd'hui, ce que je voulais qu'on parle, c'était donner des exemples de fraude, puis comment se protéger aussi de la fraude, ce qu'on n'a pas parlé la dernière fois. Oui, je pense que le deuxième point est vital parce que il y a beaucoup de stratagèmes au niveau des fraudes qui sont là. Et ça devient extrêmement compliqué de se protéger des fraudes. Moi, c'est ce que je comprends là, à quelque part. En fait, on doit tout rejeter ce qui n'est pas normal alentour de nous. C'est ce que je vois. Oui, ben c'est ça. Il y a une des choses bien importantes, c'est d'être vigilant, mais malgré ça, ça règle pas tout. Non? En vous donnant quelques petits exemples, là, il y en a plusieurs là-dedans que les gens vont déjà avoir entendu. On a parlé là, de cyber amour là, la dernière fois Ouais. qu'on a parlé de fraude, là, 2 ou 3 chroniques. Le faux héritage, c'est quelque chose qu'on connaît aussi. Là, vous avez hérité d'un montant, soit un appel ou soit un courriel qui nous dit ça. Donc ça, c'est rarement vrai. Des gagnants de concours, des choses comme ça. Faux appels pour des dettes d'impôt. Ça, moi-même, j'en ai reçu. Là, on reçoit des appels, puis des fois, même si c'est en anglais, on a le gouvernement fédéral canadien qui est après nous parce que soit pour un crime ou soit pour des dettes d'impôt, si on paye pas dans les temps de jour, la police va débarquer. Donc ça c'est des fraudes usuelles, je dirais. Utilisation de carte de crédit ou débit, ça, c'est des fraudes plus localisées. Donc, ça peut être quelqu'un qui a capté notre numéro de carte de crédit par différents systèmes non sécurisés ou parce que on s'est fait pirater ou des entreprises qui ont utilisé notre carte se sont fait pirater ou carte de débit, même principe, ou tout simplement on a utilisé notre carte dans un commerce et le commis, la personne qui a passé notre carte peut avoir tout simplement pris en note des informations de notre carte. Ça peut être aussi simple que ça. Donc ça, dans les solutions, on va en parler tantôt. Des prêteurs qui demandent de payer certains frais à l'avance. Donc, exemple, on a un compte à la CIBC, mettons, puis là, on reçoit une lettre de la CIBC qui nous dit, bon, là, il y a un problème avec votre compte, il faut vous payer tel montant pour qu'on le réactive. Puis, tu sais, jouer sur l'urgence, jouer sur des institutions connues. Des faux chèques pour payer un achat. Donc, je l'ai déjà eu dans mon bureau, des gens qui devaient recevoir un montant de quelqu'un, mais on dit, garde, je t'envoie un chèque, tu peux l'encaisser. Là, les gens encaissent le chèque, ils voient que c'est de la vraie argent, puis là, ils disent, bon, ben, transfère-moi tel montant, puis je te laisse l'autre partie pour la commission d'avoir transféré un chèque. Puis là, ben, c'est des chèques, des comptes qui transitent au travers de plusieurs pays. Ça prend des fois 2 semaines là, avant de savoir que l'argent n'était pas vraiment là. Eh mon Dieu. Donc là, quand on se fait rappeler l'argent, ben des fois, ça peut être des gros montants. J'ai déjà eu un client qu'on parlait de 10 000 là, qui avait reçu comme ça, puis il avait refait un transfert de 8 000. Ben, le transfert de 8 000, il est fait. Et quand la banque elle rappelle le chèque de 10 000, on tombe en négatif. Donc ça, c'est un stratagème là, que j'ai vu aussi. Mais ça, il n'y a aucune protection là-dessus. Là. Le 8 000 il l'a perdu. Puis, Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que on l'a consenti, on l'a envoyé quelque part, puis évidemment, on peut pas retrouver la personne. Et de l'autre bord, ben l'argent était dans un compte où il n'y avait pas d'argent. Donc mais il joue sur la quantité de comptes de banque parce que notre système monétaire repose sur des systèmes quand même très archaïques et il y a des délais de compensation d'un pays à l'autre, ça devient bien compliqué à gérer. Donc, des fois, on peut se faire rappeler de l'argent là plusieurs semaines après. Toute la notion de courriel pour aller chercher des informations, de nous demander des informations par courriel, il faut jamais répondre à ça. Des demandes d'aide financière, des catastrophes là ou des urgences. Il y a eu Haïti à un moment donné que là, il y avait plusieurs, on pouvait faire des dons à différents endroits. Ben, les fraudeurs se servent de ces catastrophes-là, se servent de l'Ukraine, se servent présentement du conflit au Moyen-Orient. Ouais, pour être capable de dire, ben oui, envoyer des sommes à tel endroit, puis là, les gens rapidement disent, ben c'est simple, j'envoie ça, j'envoie 20$, j'envoie 10$, j'envoie 50$, peu importe le montant. Ben ça, il peut avoir évidemment des fraudes là, à grande échelle là-dessus et profiter d'une situation pour envoyer de l'argent, donc toujours passer par des
organismes qu'on connaît si on veut faire des dons, des organismes connus, puis on fait des dons là directement, pas par des sites qui nous sollicitent. Des courriels qu'on ouvre qui infectent notre ordinateur, les gens connaissent ça. Des faux terminaux aussi. On va au guichet automatique, puis on retire de l'argent, on rentre notre code. Il y a des petites machines qui se mettent là, sur les différents appareils, que ce soit sur les appareils, les pompes à essence ou les appareils directement d'institutions financières, les claviers. Le fait d'avoir la carte puis de pitonner puis de rentrer l'information, s'il y a un scanner de notre carte et avec tout ça, il y a différents mécanismes, là, je les énumérerai pas toutes, mais il y en a qui vont enregistrer l'information. Il y en a qui vont l'enregistrer, la transmettre, et il y a d'autres de ces appareils-là que les gens doivent les récupérer sur place. Donc là, ils doivent travailler avec d'autres fraudeurs pour... Là, la carte, elle sort pas. On est paniqué, on est en dehors des heures. Ça se passe toujours en dehors des heures, ces choses-là. Et donc là, on n'a pas personne à qui parler. Fait que là, on n'a pas personne à qui joindre. Fait que là, la personne, elle a dit, là, faut que je fasse un appel. Là, on essaie d'appeler la personne. Au travers de ça, il y a des gens qui sont bons avec leurs mains, qui sont agiles, fait que là, ils vont retirer la carte sans que ça paraisse. Il y a toutes sortes de stratagèmes là-dedans. Okay. Les fraudes, des fraudes d'impôts, je t'ai parlé un petit peu tantôt, des fraudeurs qui se font passer pour vous. Donc, dès que les gens ont notre information personnelle, là, ils peuvent se servir de ces informations personnelles-là pour appeler, faire des demandes de crédit, pour acheter des téléphones cellulaires à notre nom, pour faire des demandes de prêts. Ça, c'est des choses assez fréquentes aussi. Donc, quand on va parler on va être rendu là d'ailleurs, là, les façons de se protéger, je vais parler un petit peu de comment on se protège de toutes ces fraudes-là. Mais il y en a beaucoup de ces fraudes-là. Ce que j'entends, c'est épouvantable. Là. Ce que je viens d'entendre là, dans les 4 dernières minutes, on a énuméré un nombre incroyable de façons de frauder. Et on est exposé à ça partout. Pas parce qu'on est à Rouyn-Noranda qu'on n'est pas exposé. Là. On est exposé dans l'ensemble du pays. Là. Absolument, absolument. Puis, je veux dire, moi, je donne un exemple là, que j'ai vécu. Normalement, on se fait dire que les vérifications à double, les doubles vérifications, on rentre notre mot de passe, ça nous envoie un texto. Puis avec notre texto, là, il faut rentrer le numéro qu'on reçoit par texto pour que ça soit valide. Moi, mon compte Amazon a été piraté, même si j'ai la double vérification comme ça. J'ai vérifié après pourquoi. Les gens d'Amazon me disaient c'est impossible, c'est non piratable. J'ai fait des vérifications de mon bord après, puis c'est parfaitement piratable. Il y a des façons, là, je pourrais pas vous les expliquer, mais d'aller chercher ces informations-là. Fait que il n'y a pas de façon à l'épreuve de tout, mais dans les façons de se protéger qu'on va parler, ça permet de limiter grandement les dégâts et de les bloquer dans beaucoup de cas. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir des backups de nos informations en cas de vol. Donc, ça veut dire nos numéros. Là, exemple, pas traîner son numéro de sa carte d'assurance sociale, le numéro d'assurance sociale avec nous, d'avoir ça dans un endroit sécuritaire, caché. C'est pas de l'information qu'on va avoir dans notre portefeuille, parce que si on perd notre portefeuille, les gens ils ont nos cartes. Les gens, ils ont notre numéro d'assurance sociale, notre permis de conduire, nos pièces d'identité. Ils ont tout ce qu'il faut pour frauder absolument toutes nos choses. Ouais. Et donc, avoir un backup, ça veut dire aussi avoir une liste de ce qu'on a dans notre portefeuille. Parce que la journée où on le perd, on veut être capable d'aller annuler nos cartes rapidement. On veut être capable d'aller vraiment... puis quand je dis perdre, là, ça peut être se le faire voler aussi. Mais c'est bien important d'avoir un backup de ça. Être à l'affût des signes de fraude, ça veut dire que si on reçoit des appels, j'en ai parlé un petit peu là, la semaine passée, on reçoit des appels bizarres de dettes qu'on n'a pas, on reçoit des lettres bizarres de dettes qu'on pense pas avoir, il faut s'en occuper. Il faut pas juste dire c'est une erreur, je mets ça de côté, il faut s'en occuper. Transmettre nos informations personnelles seulement si c'est nécessaire. Les gens donnent accès à ça beaucoup trop facilement. Un point très important, là, éviter de lier des comptes ou de rentrer nos mots de passe automatisés dans des systèmes informatiques. Ça, c'est la pire affaire parce que en liant les comptes, si on se fait pirater un compte, on se fait pirater tous nos comptes. Donc, exemple, là, les gens qui vont à l'ouverture de Spotify ou d'Instagram vont lier ça avec leur compte Facebook ou vont lier le Google avec tous ces éléments de lier des comptes ensemble par commodité parce que c'est facile, parce qu'on veut pas retenir un paquet de mots de passe. C'est très, très, très problématique. Et quand on quitte un site Internet, on devrait toujours le fermer. De un, ça va nous permettre de rentrer le mot de passe à nouveau quand on va le réouvrir. Donc, ça veut dire qu'entre-temps, si quelqu'un pirate notre ordinateur, il n'y a pas accès à tout ce qui est ouvert. Et de deux, ça va nous permettre de s'en rappeler de notre mot de passe parce qu'on va le rentrer fréquemment. Donc que ce soit nos mots de passe bancaires et tout ça, faut pas mettre ça à un endroit accessible ou encore mieux, ne pas l'écrire dans un fichier qu'on a sur notre ordinateur. Si notre ordinateur se fait pirater,
on se fait tout voler nos informations, nos mots de passe. Donc, bien important, il y a des mécanismes qui existent aussi pour enregistrer tous nos mots de passe avec des clés sécurisées. Ça peut valoir la peine de regarder ça, mais de s'assurer que c'est des sources sécuritaires. Passer en revue régulièrement nos renseignements personnels, de jamais lier nos cartes de crédit à des comptes. Je parlais d'Amazon tantôt, les gens qui magasinent sur Amazon, souvent on marque nos numéros de carte de crédit là-dessus. Très mauvaise idée. Je l'ai vécu moi-même, là, je me suis fait rembourser, mais ma carte de crédit, je l'avais rentrée parce qu'à un moment donné, on rend nos informations, on veut que ça aille plus vite, mais si notre carte de crédit n'est pas là, même si quelqu'un pirate notre compte, il ne peut pas acheter rien avec notre argent. Donc, on crée des barrières de sécurité. Et en plus, un autre petit conseil financier qui vient avec ça, c'est que le fait de devoir rentrer à chaque fois notre carte de crédit va faire qu'on va se poser la question à 2 fois avant de faire un achat. Et ça va limiter aussi notre volonté de facilement dire « Ah ouais, j'achète ça 42$, oui, je l'achète ». Là, à chaque fois qu'on fait un achat, s'il faut rentrer le numéro de carte, notre date d'expiration, toutes les informations, ça vient de nous sensibiliser au fait que c'est-tu vraiment un achat important, puis ça vient de créer un petit peu un délai qu'on avait avant quand on magasine dans un magasin, puis qu'on a le temps de se poser des questions. En ligne, ça va tellement vite, ça vient de nous ralentir, donc c'est une bonne chose aussi. Oui, excuse-moi. Oui, j'allais dire, c'est une technique de vente également là, sur les gens. Ce qu'on fait, on vendait, puis là, on savait que la personne pensait est-ce que je vais en avoir besoin ou non, puis là, on renforcissait la vente. Mais ça, c'est quand on était individu sur individu en ligne. On n'a plus ça. Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, bon, là, le temps file, je vais en donner quelques-uns autres en rafale. Là. Évidemment, protéger ses ordinateurs, ses mots de passe, c'est n'importe quel accès qu'on a informatique par des mots de passe, mais même pas par des mots de passe. Ça devrait plus être des mots de passe, ça devrait être ce qu'on appelle des phrases passe. Donc, on veut des éléments compliqués, mais qu'on va être capable de se rappeler. Donc, si on met des chiffres, des lettres, des choses c'est très difficile de se rappeler, ça devient compliqué. Mais si on fait des phrases très longues, ce qui rend là le piratage facile, c'est la longueur puis la familiarité des mots de passe. Donc, si on prend quelque chose de très long, une phrase qui veut dire quelque chose pour nous, en changeant, par exemple, certaines lettres par des chiffres ou en mettant des majuscules à des endroits clés pour nous, ou par des symboles, ça nous permet d'avoir quelque chose de très long, très dur à pirater, qui prendrait beaucoup de pouvoir d'ordinateur là, pour être capable de passer par-dessus notre mot de passe. Et c'est sûr qu'on se met pas à l'abri de tout, parce qu'il y a des gens qui vont passer au travers de ça si quelqu'un veut vraiment nous pirater. Mais ça l'aide, on va dire, à créer de la distance. S'assurer que les sites sont sécurisés, les HTTPS là, au début, avant le www, là, HTTPS, s'il y a un S, c'est sécurisé. S'il n'y a pas de S, ce ne l'est pas. Il y a le petit cadenas aussi qu'on peut voir. Là, si les gens qui ne sont pas familiers avec ça, vous pourrez aller vous renseigner. Prendre le temps, aussi niaiseux que ça peut avoir l'air, de prendre le temps de regarder son historique de carte de crédit. Notre historique de compte aussi, parce que les gens, des fois, vont se faire pirater, ne s'en rendront pas compte immédiatement parce qu'ils ne vérifient pas à tous les mois leur relevé de carte de crédit. Donc, on devrait le faire pour une hygiène financière de base, un peu comme se brosser les dents. On devrait faire ça au moins une fois par mois, la carte de crédit. Les dents, c'est pas une fois par mois. Mais la carte de crédit, le relevé de carte de crédit, le relevé de compte, on devrait absolument s'assurer qu'il n'y a pas de transaction qu'on n'a pas autorisée là-dessus. Vérifier notre dossier de crédit à tous les années, c'est une autre chose bien importante pour être sûr d'attraper des choses particulières. Déchiqueter les documents inutiles. On reçoit des papiers de notre institution financière ou de nos placements. Il ne faut pas jeter ça à récupération. Il faut déchiqueter ça. Il faut s'assurer que les renseignements personnels sont durs à aller chercher et évidemment viser notre banque directement puis Equifax et TransUnion dans des contextes de vol, d'informations, de doute. Voilà. Donc là, j'en ai dit plusieurs. Il y en a d'autres, mais éventuellement, il faut arrêter. Il y en a plein de ces choses-là. Et il faut être vigilant, puis il faut mettre en place ces trucs-là. C'est bien important. Je pense que c'est le bon conseil pour 2023. C'est déjà tout le temps qu'on a, Pierre-Paul, hein? Ça va vite. Oui, ça va trop vite. Hey, Pierre-Paul, on donne les coordonnées pour vous rejoindre, s'il te plaît. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE, soit par courriel aussi à info@commercial-lacassesyndic.com. Ils peuvent aller sur notre Facebook, Lacasse et Associés, ou sur notre site Internet. Dans le temps des fêtes, on est théoriquement fermé, mais on continue de répondre quand même là, au téléphone. S'il y a des gens qui ont des urgences, on répond évidemment par courriel ou par téléphone à ces demandes-là. Pierre-Paul, encore une fois, moi, c'est le moment de te remercier d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous régulièrement et de te souhaiter des belles fêtes également à toi et ta famille et toute la gang chez vous, là, toute la gang du syndic. Là. Je sais que vous travaillez très, très fort tout au cours de l'année.
Oui, ben merci beaucoup. Puis je te renvoie la bonne année de la santé. C'est ça qui est le plus important pour être capable de faire tout le reste qu'on veut. Puis merci aux auditeurs de nous suivre dans ces chroniques-là. Merci, Pierre-Paul. Merci.